Michael Sanders sortit de sa voiture noire élégante, les lumières de la ville se reflétant sur ses chaussures cirées. Son costume sur mesure épousait son corps comme une armure. Chacun de ses pas était déterminé, chacun de ses regards dédaigneux. Il était en retard, à quelques minutes de conclure la plus grosse affaire de sa carrière. L'entrée du restaurant brillait devant lui. Soudain, une silhouette se dressa devant lui. Un homme, en haillons, le visage sale et le regard désespéré. Sa main tremblait légèrement lorsqu'il l'attendit, sans même demander, juste dans l'espoir. Michael ne s'arrêta pas. Il fronça les sourcils et marmonna bruyamment. « Trouve-toi un travail, parasite. » Les gens se retournèrent. L'homme tressaillit, mais ne dit rien. Michael ajusta sa cravate, fier. Pour lui, la faiblesse était un choix. La pitié était réservée aux inutiles. À l'intérieur, l'atmosphère changea. Monsieur Daniel Brooks, l'investisseur potentiel, se leva de sa table et sourit. « Michael, ravi de vous voir, mais avant de commencer, j'aimerais vous présenter quelqu'un d'important. » Un serveur ouvrit la porte d'entrée. Le sans-abri entra. Michael se figea. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» L'expression de Daniel devint froide. « Cet homme a quelque chose à dire. Écoutez-le attentivement. » Michael sentit son estomac se nouer. Son masque d'assurance se fissura. Quelque chose allait arriver, quelque chose qui détruirait tout ce qu'il croyait être. Ne manquez pas les histoires, qui touchent là où ça fait mal et qui guérissent là où ça compte. Abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour être le premier à découvrir de puissants rebondissements tirés de la vie réelle. Ce ne sont pas de simples vidéos, ce sont des prises de conscience. Rejoignez une communauté qui voit au-delà des apparences. Une histoire peut tout changer. Ce pourrait être la vôtre. Michael Sanders a grandi dans un parc de caravanes à la périphérie de Dayton, dans l'Ohio. Sa mère avait 2 emplois et son père a disparu quand Michael n'avait que 8 ans. Un jour il était là, le lendemain il avait disparu. Pas de mots, pas d'explication, seulement le silence. Ce silence a endurci Michael. Il a très tôt décidé qu'il ne serait plus jamais faible, jamais pauvre, jamais abandonné. Pendant que les autres enfants jouaient, Michael étudiait. Il observait, apprenait, planifiait son évasion. Au lycée, il était premier de sa classe. Il a ensuite obtenu une bourse pour étudier dans une université prestigieuse. Puis des stages, des promotions et finalement un bureau d'angle avec vue sur le centre-ville de Chicago. À 39 ans, Michael avait tout ce qui comptait à ses yeux. Un appartement dans un gratte-ciel, une Tesla, une Rolex et une fiancée qui semblait tout droit sortie d'un magazine de mode. Mais derrière les costumes sur mesure et les récompenses professionnelles, Michael cachait une honte profonde et inexprimable. Il n'avait parlé de son passé à personne, pas même à Jessica. Il l'avait effacé, s'était réinventé. Pour Michael, le succès était synonyme de distance. Distance par rapport à ses origines, distance par rapport aux personnes qui lui rappelaient son passé, en particulier les sans-abri. Ils étaient pour lui la preuve vivante de l'échec, de la faiblesse, de tout ce qu'il s'était battu pour fuir. Il marchait vite à côté d'eux, il évitait leurs regards, et s'ils lui adressèrent la parole, il leur répondait avec dégoût. Ses amis admiraient sa discipline, son patron louait son agressivité, Jessica aimait sa motivation. Mais aucun d'entre eux ne voyait la vérité. Michael était terrifié. Terrifié à l'idée que s'il ralentissait, s'il baissait sa garde, le passé le rattraperait. Qu'un jour, la saleté, la honte, les morceaux brisés de son enfance se frayeraient un chemin pour revenir dans son monde immaculé. Alors il courait, tous les jours. À chaque transaction, à chaque dollar gagné, il construisait une forteresse pour empêcher le passé d'entrer. Il n'aurait jamais imaginé que celui-ci trouverait un moyen d'entrer. Et il n'aurait certainement jamais imaginé qu'il prendrait le visage d'un sans-abri. Pour Michael Sanders, ce n'était pas juste une autre affaire. C'était l'affaire, celle qui allait consolider sa place au sommet. S'il concluait avec Daniel Brooks, un investisseur multimillionnaire réputé pour son impact social, il serait nommé associé principal de son cabinet, un poste que seuls quelques privilégiés avaient atteint avant l'âge de 40 ans.
Il s'était préparé pendant des semaines. Il avait mémorisé tous les chiffres, répété toutes les diapositives. Il savait que Brooks ne voulait pas seulement faire des profits. Il voulait laisser une trace. Michael, toujours stratège, avait élaboré une proposition qui reflétait les valeurs sociales, l'engagement communautaire et la durabilité. Tout cela n'avait aucun sens pour lui, mais cela permettrait de conclure l'accord. Il avait tout imaginé. Une fête privée avec Jessica, les gros titres des journaux économiques, son nom gravé sur la porte de son bureau à côté de ceux des associés fondateurs du cabinet. Ce n'était pas seulement de l'ambition. C'était une vengeance contre tout ce dont il venait. Chaque poignée de main serait la preuve qu'il avait réussi par lui-même, qu'il avait survécu sans père, qu'il avait gagné. Mais derrière son assurance raffinée, Michael était anxieux. Daniel Brooks n'était pas comme ses clients habituels. Il était réputé pour son intuition, pour sa capacité à lire les gens. Il y avait quelque chose de pesant dans sa présence, quelque chose qui déstabilisait Michael, même à travers leurs emails et leurs appels téléphoniques. Pourtant, Michael était convaincu qu'il pouvait déjouer n'importe qui. Ce matin-là, il s'était rasé 2 fois. Il avait fait cirer ses chaussures. Il avait révisé sa présentation jusqu'à ce que les chiffres dansent dans sa tête. Tout devait être parfait. Il arriva au restaurant avec seulement 5 minutes de retard, une erreur rare due au trafic et à une dispute avec Jessica au sujet d'une broutille qu'elle lui reprochait de ne jamais écouter. Puis vint le sans-abri à la porte, une nuisance mineure, quelque chose qui n'était pas de son niveau. Michael ne réfléchit même pas avant de parler. Son insulte n'était pas préméditée, c'était un réflexe, une soupape pour évacuer le stress. Il ne se rendit pas compte qu'il l'avait vu. Il ne comprenait pas pourquoi cela avait de l'importance. À l'intérieur, lorsque Daniel l'accueillit d'une poignée de main ferme et d'un sourire complice, Michael se sentit rassuré. Le cadre était élégant, le service impeccable. Il se lança dans son discours avec une assurance tranquille jusqu'à ce que Daniel lève la main pour l'arrêter. « Il y a quelqu'un que je voudrais vous présenter avant de continuer, » dit Daniel. Michael cligna des yeux. Maintenant, Daniel acquiesça. Les portes s'ouvrirent, et tout ce que Michael pensait contrôler, son image, son plan, son passé, était sur le point d'être brisé. L'estomac de Michael se noua dès que l'homme franchit les portes. Les mêmes vêtements en lambeaux, les mêmes yeux creux, le même silence, le sans-abri de dehors. Michael sentit le sang lui monter au visage. La confusion se transforma en panique. Qu'est-ce que c'était que ça? Une sorte de test. Daniel Brooks se tenait debout, calme, presque solennel. « Michael, voici Edward. Je l'ai invité ici aujourd'hui. » Michael ricana. « Tu as amené, lui ?» Daniel ne s'ya pas. « Oui, ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un que tu devrais connaître. » Michael se tourna vers Edward, qui se tenait désormais à quelques mètres de lui. Il y avait quelque chose derrière ses yeux fatigués, quelque chose que Michael ne parvenait pas à identifier. De la familiarité, de la douleur. Edward parla lentement, la voix brisée. « Tu ne me reconnais pas, n'est-ce pas ?» Michael ne répondit pas. Il en était incapable. Son esprit cherchait désespérément un contexte, une logique. Il regarda Daniel, attendant une explication, mais l'investisseur se contenta de reculer, laissant le moment se dérouler. Edward sortit une photo usée et pliée. Ses mains tremblaient tandis qu'il l'ouvrait. Elle était vieille, décolorée, froissée, mais indubitable. Un garçon aux cheveux bruns, en bataille et aux dents de devant de travers, tenant la main d'un homme. La main de Michael. Il recula en titubant. Non, c'était impossible. « Michael, je suis ton père, » dit Edward doucement. Le temps s'effondra. La pièce devint floue. Les murs de certitude se fissurèrent. Michael sentit sa poitrine se serrer. Sa respiration se fit plus courte. Des gouttes de sueur perlèrent à son col. Ce n'était pas possible. Pas ici. Pas maintenant. Il fixa l'homme, cette coquille vide, essayant de faire le lien entre le visage sur la photo et celui qui se trouvait devant lui. Cela n'avait aucun sens. Son père était parti, mort, ou pire encore, indifférent. « Non, » murmura Michael, « c'est une erreur. Vous mentez. »
Mais Edward ne bougeait pas les yeux. Il ne jouait pas la comédie. Il n'y avait que du chagrin. Profond, brut. Daniel prit enfin la parole. Il m'a contacté il y a quelques mois. Il voulait une chance de te revoir. Pour s'expliquer, Michael secoua la tête et se leva en titubant. Je n'ai pas besoin de ça. Je ne veux pas de ça. Il regarda Daniel, suppliant. Ce n'est pas professionnel. C'est fou. La voix de Daniel était calme. Ce qui est fou, c'est la façon dont tu l'as traité dehors. Sans savoir, sans t'en soucier. Le visage de Michael brûlait de honte. La présentation était terminée. L'accord était rompu. Le moment pour lequel il avait passé sa vie s'était effondré sous le poids d'une seule vérité. Il avait humilié son propre père. Et tout le monde l'avait vu. Michael ne se souvenait pas être sorti du restaurant. Il ne se souvenait pas de ce qu'il avait dit à Daniel, ni comment il avait mis fin à la réunion. Le monde extérieur lui semblait trop bruyant, trop lumineux, comme s'il avait atterri sur une autre planète. Son téléphone vibrait sans cesse dans sa poche, des SMS de Jessica, des appels manqués du bureau. Mais il les ignora tous. Il roula pendant des heures sans but, le visage figé, la mâchoire serrée. Un mot résonnait dans sa tête. « Papa ». Cela ne collait pas. Cela n'avait pas de sens. Cet homme, sale, brisé, pathétique, ne pouvait pas être le même que celui qui avait disparu il y a toutes ces années. Mais la photo ne mentait pas. Ses yeux non plus. Et pourtant, comment avait-il pu faire cela? Comment un père pouvait-il simplement disparaître? De retour à son appartement, il jeta ses clés sur le comptoir et fixa l'horizon de la ville. La vue qui autrefois lui donnait un sentiment de puissance se moquait désormais de lui. Il avait passé toute sa vie à construire une forteresse pour se protéger de la douleur, et en un seul regard, tout s'était effondré. Il songea à appeler Jessica, mais il ne parvint pas à se résoudre à parler. Que pourrait-il bien lui dire? Qu'il avait insulté un sans-abri qui s'était avéré être son père, que la réunion la plus importante de sa vie s'était soldée par une humiliation publique. Le lendemain matin, les retombées commencèrent. Son assistante l'appela, nerveuse, lui murmurant que Daniel Brooks s'était retiré de l'accord. La nouvelle s'était rapidement répandue. « Tu dois venir, dit-elle. Les associés veulent te voir. » Mais Michael ne bougea pas. Pour la première fois depuis des années, il resta chez lui, au lit, silencieux. Les jours passèrent. Jessica passa une fois, vit le désordre, posa quelques questions, mais Michael répondit par des phrases courtes et distantes. Elle n'insista pas. Elle partit, sans lui dire « je t'aime ». Au travail, tout s'est effondré. Les associés l'ont complètement écarté du dossier Brooks. « Nous devons protéger l'image de l'entreprise », ont-ils déclaré. Sa réputation, autrefois irréprochable, était désormais ternie par un seul acte d'arrogance. Mais le pire n'était pas d'avoir perdu le contrat. Ce n'était pas l'embarras. Ce n'était même pas le fait que Jessica s'éloigne de lui. C'était le silence qui avait suivi, l'absence de tout ce qui, selon lui, le définissait. Les longues heures passées à fixer son reflet, à se demander quel genre d'homme pouvait ne pas reconnaître son propre père. Michael se mit à boire. Pas beaucoup, juste assez pour atténuer la douleur. Assez pour l'aider à dormir toute la nuit sans rêver de ce moment au restaurant. Mais les rêves revenaient quand même. Des flashbacks de son enfance, la voix de son père, un rire, puis plus rien. Une porte qui se ferme, une mère qui pleure, un garçon assis par terre qui attend. Un soir, désespéré de trouver des réponses, Michael ouvrit la boîte poussiéreuse au fond de son placard. À l'intérieur se trouvaient de vieilles photos, des bulletins scolaires, des cartes d'anniversaire. Au fond, quelque chose qu'il ne se souvenait pas avoir jamais vu. Un paquet de lettres, toutes adressées à lui, de la part de Edward Sanders. Les mains tremblantes, Michael ouvrit la première. Elle datait de plusieurs années. L'écriture était tremblante. Les mots étaient pleins de tristesse, des excuses, des supplications, de l'amour. Il les lut les unes après les autres, chacune dévoilant l'histoire qu'il croyait connaître. Sa mère lui avait menti. Elle ne lui avait pas parlé des lettres. Elle n'avait jamais mentionné les appels. Elle avait complètement effacé son père. La douleur se transforma en quelque chose de plus aigu. Ce n'était plus seulement du chagrin, mais aussi de la trahison.
Il avait passé toute sa vie à haïr un fantôme, alors que la vérité était bien plus compliquée. Et quelque part, ce fantôme était vivant, seul, dans la rue. Et Michael lui avait craché au visage. Si cette histoire vous touche profondément, ne la gardez pas pour vous. Laissez un commentaire, partagez vos pensées, votre silence, votre histoire. Et si vous vous identifiez à ce moment, aimez-le. Parfois, il suffit de savoir que l'on n'est pas seul à ressentir quelque chose pour commencer à guérir. 3 jours passèrent avant que Michael ne quitte à nouveau son appartement. Il ne s'était pas rasé. Il ne portait pas son costume impeccable habituel. Juste un jean, un sweat à capuche et des baskets usées, des vêtements qu'il n'avait pas portés depuis des années. Il n'avait aucun plan. Juste un nom qui tournait en boucle dans sa tête. Edward Sanders. Il marchait dans les rues comme un étranger dans sa propre ville. Il passait devant les mêmes coins qu'il avait l'habitude de traverser à toute vitesse en voiture. Mais cette fois, il regardait. Il regardait vraiment les visages. Les gens assis en silence. La douleur qui se cachait à la vue de tous. C'est en début de soirée qu'il l'aperçut. Assis sur un banc près d'un refuge du centre-ville, tenant un gobelet en papier à 2 mains, la tête baissée. Michael s'arrêta à quelques mètres. Il ne savait pas quoi dire. Comment parler à quelqu'un que vous avez détesté toute votre vie? Quelqu'un que vous avez humilié devant tout le monde? Edward leva les yeux, mettant du temps à reconnaître son visage. Puis son expression changea, devenant méfiante, prudente. « Je ne veux rien, » dit rapidement Michael. « J'ai lu vos lettres. » Edward ne dit rien. Michael s'assit sur le banc à côté de lui, en laissant de la place. « Pourquoi tu ne t'es pas battu plus fort ?» demanda-t-il. « Pourquoi tu as simplement disparu ?» Edward prit une inspiration. « Je ne suis pas parti parce que je le voulais. J'ai fait des erreurs. J'étais faible, mais j'ai essayé de revenir. Elle ne m'a pas laissé faire. Je n'avais ni l'argent, ni le pouvoir, juste de l'espoir. » Ces mots le frappèrent comme des coups de poing. Michael pensa à sa propre vie, à l'importance qu'il accordait au contrôle, à son mépris de la faiblesse. Mais ici, assis à côté de cet homme, il ne se sentait pas fort. Il se sentait petit. Edward sortit quelque chose de son manteau. Une photo, la même que celle du restaurant. « Je l'ai gardée avec moi tous les jours, » dit-il. « C'est la seule chose que je n'ai jamais perdue. » Michael eut la gorge serrée. Il n'y eut ni larmes, ni effondrement dramatique, juste le silence. 2 hommes assis côte à côte, entourés de bruit, mais seuls dans un silence qui en disait long. « Je ne te demande pas de me pardonner, » dit Edward. « Je voulais juste que tu saches que je n'ai jamais cessé de t'aimer. » Michael acquiesça. Il était incapable de parler. Il ressentait une douleur dans la poitrine qu'il ne pouvait décrire. Pour la première fois depuis des décennies, il ne ressentait pas de colère. Il ressentait le poids de la compréhension. Le genre de compréhension qui ne crie pas, qui murmure. Et dans ce murmure, quelque chose commença à changer. Michael ne parla à personne de sa rencontre sur le banc, ni à Jessica, ni à ses collègues. Ce n'était pas quelque chose qu'il pouvait expliquer avec des mots. C'était quelque chose qu'il portait en lui, silencieusement, lourdement, mais avec un étrange sentiment d'avoir un but. Le lendemain matin, il est revenu. Edward était toujours là, buvant son café tiède dans un gobelet en carton, les mains enfoncées dans les manches d'une vieille veste militaire. Quand il a vu Michael s'approcher, ses yeux se sont illuminés. Non pas d'excitation, mais d'une émotion plus douce. Un espoir sans attente. « Je pensais que tu ne reviendrais pas, » a dit Edward. « J'ai failli ne pas revenir, » a admis Michael. Cette fois, il avait apporté à manger. 2 sandwichs pour le petit déjeuner. Il ne savait pas ce qu'Edward aimait. Peu importait. Ils mangèrent presque en silence. Pas de bavardage, juste leur présence. Le lendemain, Michael revint, et le jour suivant. Au cours des semaines suivantes, il aida Edward à trouver un refuge, puis un programme de désintoxication. Il trouva une association locale spécialisée dans l'aide aux vétérans sans-abri et Edward, à la surprise générale, s'ouvrit à eux. L'homme qui était autrefois silencieux et brisé recommençait à parler. À faire confiance. Michael s'occupa des formalités administratives, remplacement des papiers d'identité, assurance, rendez-vous.
des choses que la plupart des gens considèrent comme acquises. Il était étrange de voir à quel point des gestes aussi simples que remplir un formulaire pouvaient soudainement prendre tout leur sens. Il a également commencé à poser des questions sur son enfance, sur les années où Edward avait disparu. Les réponses n'étaient pas claires, elles étaient confuses, pleines de regrets, d'addictions, d'occasions manquées, mais elles étaient réelles. Et cette vérité, brute et laide, était quelque chose que Michael n'avait pas connu depuis longtemps. En même temps, quelque chose a changé en lui. Il a commencé à remarquer les autres, des gens qu'il croisait auparavant sans même leur accorder un regard. Une femme enveloppée dans des sacs en plastique qui parlait toute seule, un adolescent assis seul avec un sac à dos et le regard vide. Ce n'était plus des problèmes, c'était des personnes. Un après-midi, alors qu'il attendait devant la clinique que le rendez-vous d'Edward se termine, Michael a vu un homme qui essayait de calmer sa petite fille, qui pleurait. L'homme avait l'air fatigué, effrayé, gêné. Sans réfléchir, Michael s'est approché et lui a offert une bouteille d'eau et une barre de céréales qu'il avait dans sa voiture. « Merci », a dit l'homme, visiblement surpris. Michael a simplement hoché la tête. C'était un geste insignifiant, peut-être. Mais pour lui, c'était comme le début de quelque chose. Il n'en a pas parlé sur les réseaux sociaux, il n'en a parlé à personne. Mais cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines, il a dormi sans se réveiller en haletant. Michael savait que les progrès n'étaient pas linéaires, mais il ne s'attendait pas à ce que cela fasse aussi mal. Au début, les choses avaient évolué rapidement, presque trop rapidement. Edward avait commencé à suivre une thérapie de groupe et avait même fait quelques blagues pendant l'un de leurs trajets en voiture. Michael, prudemment optimiste, avait commencé à croire que c'était peut-être leur deuxième chance. Puis, il y eut l'appel du refuge. Edward avait disparu, parti depuis 2 jours, sans prévenir, sans explication. Michael le trouva affalé derrière un magasin d'alcool, l'haleine chargée d'alcool, le regard vitreux. « Non, tu m'as menti », a dit Michael d'une voix tremblante. « Tu as dit que tu essayais. » Edward n'a pas répondu. Il ne s'est pas défendu. Il a juste murmuré « Je suis désolé ». Michael s'est retourné et est parti. Ce soir-là, il a tout raconté à Jessica. Les lettres, la réunion, la rechute. Elle l'a écouté en silence, puis a dit « Tu as changé ». Il l'a regardé, surpris. Elle ne voulait pas lui faire de compliments. « Je ne te reconnais plus », continua-t-elle. « Tu n'es pas concentré. Tu n'es plus toi-même. » Il comprit à ce moment-là qu'elle aimait l'homme qu'il était lorsqu'il gagnait toujours. Toujours impeccable, toujours déconnecté. Et il n'était plus cet homme. Une semaine plus tard, ils rompirent leurs fiançailles. Michael ressentit profondément cette perte, mais pas de la même manière qu'auparavant. Cela ne le détruisit pas, cela le révéla. Il vit qui était resté à ses côtés par amour, et qui était resté à ses côtés pour son image. Il retourna voir Edward quelques jours plus tard. Il l'aida à se désintoxiquer. Encore une fois, ce fut plus difficile cette fois-ci. La confiance était brisée. Le poids de la déception était plus lourd. Mais Michael resta. Il a commencé à faire du bénévolat 1 fois par semaine dans un refuge à but non lucratif. Pas de caméra, pas de gros titres, juste sa présence. Il aidait à trier les vêtements, conduisait les gens à leur rendez-vous, assistait même à quelques séances de groupe de soutien. Les histoires qu'il entendait le rendaient humble. Des gens qui avaient eu une vie, une famille, une entreprise, et qui avaient tout perdu après un coup dur, une blessure, une addiction. Cela a bouleversé sa vision du monde. Il y eut des moments où il voulut abandonner. Quand Edward lui cria dessus, quand il se présenta à nouveau ivre, quand ses anciens collègues se moquèrent de lui parce qu'il était devenu un cœur tendre. Mais chaque fois qu'il songeait à abandonner, il se souvenait de ce garçon, lui-même, attendant à la porte un père qui ne reviendrait jamais. Il ne pouvait pas redevenir cet homme, et lentement, douloureusement, ils se reconstruisirent, brique par brique. Ce n'était pas une relation parfaite, mais c'était une vraie relation. Une année s'écoula. Edward vivait désormais dans un petit appartement partagé géré par l'association.
Il était sobre. Il assistait à des réunions hebdomadaires, faisait du bénévolat au refuge qu'il avait sauvé et aidait les nouveaux arrivants à trouver leur marque. Son visage avait changé. Il avait repris des couleurs et semblait plus serein. Les rides étaient toujours là, mais elles racontaient désormais une histoire de survie et non plus de défaite. Michael lui rendait toujours visite régulièrement. Ils discutaient, riaient parfois, se disputaient aussi. Mais le silence entre eux s'était adouci. Il n'était plus froid mais familier, rassurant. Un après-midi, Michael a reçu un appel de son ancienne entreprise. Il voulait le rencontrer. Une nouvelle initiative était en cours, un programme de responsabilité sociale visant à réinvestir dans les communautés défavorisées. Le conseil d'administration se souvenait de l'affaire Brooks et de ses conséquences, mais il avait également entendu parler du travail récent de Michael. Discret, constant, peu médiatisé. Il voulait son aide. Il n'a pas répondu tout de suite. Ce week-end-là, le refuge organisait un événement communautaire. Repas gratuits, dépistages médicaux, musique. Le directeur exécutif a demandé à Michael s'il voulait prendre la parole et raconter son parcours. Il a hésité, mais Edward l'a encouragé. « Dis la vérité », lui a dit Edward. « Les gens ont besoin de l'entendre. » Michael s'est tenu devant un petit groupe de personnes, agrippant les bords d'un podium en plastique bon marché. Il s'est éclairci la gorge. Sa voix s'est brisée dès la première phrase. « Il y a 1 an, j'étais un homme obsédé par le succès. » Il a fait une pause. Il a regardé Edward, qui lui a fait un signe de tête. « Je croyais que l'argent faisait la valeur d'une personne, que le statut social était tout. Je passais tous les jours devant des gens comme vous, convaincus que vous n'étiez que des paresseux, des ratés. Mais c'était moi, le raté. » Il raconta son histoire. Le restaurant. L'insulte. Le moment où son monde s'était effondré. Il ne cacha pas sa honte. Il laissa les gens la ressentir. Et quand il eut terminé, il regarda Edward et dit, les larmes aux yeux. « L'homme que j'ai rejeté ce jour-là est celui qui m'a sauvé. » La foule se leva. Certains applaudirent, d'autres pleurèrent. Après l'événement, les journalistes demandèrent des interviews. Michael refusa. Il n'avait plus rien à prouver. Plus tard dans la nuit, assis avec Edward sous le ciel orange qui s'assombrissait, Michael sortit un morceau de papier plié de sa poche. « Qu'est-ce que c'est » demanda Edward. « Une lettre » répondit Michael. « À maman !» Les yeux d'Edward s'embuèrent. « Je ne suis pas prêt à l'envoyer » ajouta Michael, « mais je veux qu'elle sache ce qui s'est passé, ce que tu as essayé de faire, ce que j'ai manqué. » Edward acquiesça lentement. « Ça me suffit. » Quelques mois plus tard, Michael retourna au cabinet, non pas en tant qu'associé, mais à la tête de leur nouvelle division de sensibilisation. Son bureau était plus petit, son salaire aussi. Mais il ne s'était jamais senti aussi riche. Il embaucha des personnes issues du refuge. Il créa des stages rémunérés pour les toxicomanes en voie de guérison et les anciens détenus. Il lança un programme de mentorat pour les jeunes sortant de l'aide sociale à l'enfance. Edward et lui avaient encore leurs moments difficiles. Les vieilles blessures ne guérissent pas du jour au lendemain, mais elles guérissaient lentement, ensemble. Un soir, Edward le rejoignit sur scène lors d'une collecte de fonds organisée dans toute la ville. Michael le présenta non pas comme « mon père », mais comme « l'homme qui m'a rappelé qui je suis vraiment ». Le public se leva. Mais le plus important n'était pas les applaudissements, c'était le sourire d'Edward, fier, serein, épanoui. Pour la première fois, Michael ne jouait pas un rôle, il était simplement chez lui. Michael disait souvent que le moment qui avait changé sa vie n'était pas celui où il avait revu son père, mais celui où il avait réalisé à quel point il avait facilement déshumanisé un étranger. Il croyait autrefois que le succès signifiait s'élever au-dessus des autres, que si l'on travaillait assez dur, on gagnait le droit de juger. Mais il a appris la vérité à ses dépens. Il est beaucoup plus facile de grimper quand on oublie ceux sur lesquels on marche. Il avait passé des années à se convaincre qu'il s'était fait tout seul, que sa douleur était son carburant, son traumatisme un outil, mais en réalité il fuyait, non pas la pauvreté, mais la vulnérabilité, l'empathie. Et quand cela l'a rattrapé sous la forme d'un homme brisé qu'il avait sous les yeux et qui portait son nom, il n'a plus pu fuir.
Il dit que le plus grand mensonge auquel il ait jamais cru était que la douleur rendait faible. Aujourd'hui, il sait que la douleur nous relie les uns aux autres, que la guérison ne se fait pas dans le silence, ni dans la fierté, ni dans les salles de réunion luxueuses. Elle se fait dans les moments calmes, autour d'un café sur un banc public, dans des excuses maladroites, dans le choix de rester quand il serait plus facile de partir. Et surtout, il a appris ceci. Parfois, la personne que vous essayez le plus d'effacer est celle qui détient la clé de votre rédemption. Aujourd'hui, Michael Sanders n'est plus l'homme qui courait après les gratte-ciel et les bureaux d'angle. Il travaille toujours dans le monde de l'entreprise, mais sa mission est désormais différente. Sous sa direction, le département de sensibilisation de l'entreprise est devenu l'un des programmes communautaires les plus respectés de la ville. Il ne se contente pas de gérer des budgets, il encadre, il écoute, il est présent. Il intervient dans les lycées, les refuges et les centres de réinsertion, non pas en tant que conférencier motivateur, mais en tant que personne qui a échoué publiquement et qui a choisi de se reconstruire. Les gens s'identifient à lui, non pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il est honnête. Sa relation avec Edward n'est pas parfaite, mais elle est authentique. Ils dînent ensemble une fois par semaine. Ils discutent de sport, rient devant de vieux films, et parfois ils restent simplement assis en silence, reconnaissant d'avoir eu une seconde chance à laquelle aucun d'eux ne s'attendait. Edward est devenu une sorte de légende au refuge. On l'appelle le papa qui est revenu. Il aide d'autres hommes à renouer avec leurs enfants qu'ils pensaient avoir perdus à jamais. Quant à Michael, il ne parle plus d'héritage. Il parle de présence, de se montrer quand c'est le plus difficile, d'aimer sans condition, car il sait désormais que le véritable succès ne se construit pas à l'extérieur. C'est ce que l'on reconstruit à l'intérieur, quand le monde nous donne une seconde chance. Avez-vous déjà jugé quelqu'un sans connaître son histoire ? Michael l'a fait et cela a failli lui coûter cher. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un homme et de son père, c'est un rappel que chaque personne que vous croisez dans la rue, que vous ignorez dans le couloir ou que vous rejetez avec frustration, porte en elle quelque chose que vous ne pouvez pas voir. Nous avons tous le choix, détourner le regard ou de regarder de plus près. Si cette histoire vous a fait réfléchir, vous a ému, prenez un moment pour y repenser. Qu'auriez-vous fait à la place de Michael? Laissez un commentaire ci-dessous. Partagez vos réflexions, vos expériences, vos regrets ou vos secondes chances. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre cela, quelqu'un qui est prisonnier de la colère, de l'orgueil ou du silence, envoyez-lui cette vidéo. Car la guérison commence souvent par un simple acte de courage. Affrontez la vérité. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne jamais manquer une histoire qui nous rappelle ce que signifie être humain. Et rappelez-vous, parfois, les personnes les plus difficiles à pardonner sont celles qui nous regardent dans le miroir. Mais c'est là que commence la rédemption, juste là, avec vous.